Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Troisième épisode de notre mini-série de la Guilde sur le product et la qualité avec Claire Van de Voorde. Bonjour Claire. Bonjour Jean-François. Aujourd'hui, on va essayer d'explorer comment on peut intégrer la qualité vraiment dans une roadmap produit pour délivrer le plus rapidement possible. Pour ceux qui nous écoutent, je vais en parler peut-être régulièrement, peut-être pas si régulièrement que ça. Moi, ma vision, c'est le quality at speed. Je pense que si on a les meilleurs éléments de qualité à chaque niveau du produit, donc des exigences jusqu'à la mise en production, on va délivrer plus rapidement que les autres. C'est ma base de ma vision du quality engineering. Ça veut dire que c'est l'affaire de tout le monde et qu'est-ce que on fait tous pour pouvoir le faire. Comment tu vois ça un peu, cet équilibre pour pouvoir y arriver? Ouais, je trouve que ça va dépendre beaucoup. Ça dépend. J'allais faire une réponse de Normande. Désolée, je suis née à Rouen, donc ça se ressent de temps en temps dans mes réponses, même si j'y ai pas vécu longtemps. Je trouve que ça reste un arbitrage parce que justement sur de la qualité, il y a ce risque de surqualité que j'ai vu quand même assez régulièrement. Effectivement, on pourrait dire il y a aussi de la sous-qualité. Alors ça, on est bien d'accord que ça existe partout, mais il y a aussi cette surqualité qui va faire que là, par exemple, je travaille dans une entreprise où il y a 2 semaines de tests de non-régression avant de pouvoir mettre quoi que ce soit en production. Et donc là, on va se retrouver dans un système complètement bloqué parce que même quand il y a un vrai bug utilisateur connu, le temps d'aller le fixer est hyper long. Comme tu dis, probablement parce qu'il y a de la qualité, enfin, en fait, ils payent des erreurs passées. Et donc, même si là, maintenant, la conception est propre, il y a de la legacy Ils ont passée toujours qui ce existe. biais, cette peur de dire il faut le faire, on sait jamais et ceinture bretelle. Mais le pire, c'est qu'ils ont raison. C'est-à-dire que comme le code a beaucoup de legacy et est extrêmement complexe, même en faisant de la qualité sur du nouveau développement, tu peux te prendre un truc qui casse de l'ancien développement que t'as pas vu parce que le code à l'époque avait pas été à ce niveau-là de qualité. Donc, si dès le début, t'es dans une boîte qui a eu des beaux critères de qualité et que globalement tu pars d'une base saine, totalement d'accord sur le fait que continuer à faire de la qualité, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Quand on part d'une boîte qui a une base qui de base n'est pas hyper saine, là on va avoir beaucoup plus de questions et de sujets à avoir sur quel niveau de robustesse, quel niveau de qualité on veut. Et du coup, quelle est la stratégie de qualité dégradée par rapport à ce modèle optimal qu'on veut à ce moment-là de la boîte? Et peut-être, par exemple, qu'il y a un produit sur lequel on sait qu'il y a une telle legacy que de temps en temps, ça va péter. Parce que c'est comme ça. Le produit, il est vieux. Et donc, faire de la surqualité et en tout cas appliquer un process de qualité optimale ne sert à rien sur ce produit tant qu'on n'a pas revu les bases. Versus d'autres produits sur lesquels ça vaut vraiment la peine, notamment sur tout ce qui est cœur business. On se dit non mais en fait là c'est juste qu'à chaque fois qu'on va reprendre un développement, on va le refaire correctement. Et comme ça, on va pouvoir d'ici quelques mois, quelques années, revenir dans ce mode idéal de qualité du début à la fin. Et c'est ce qui va permettre derrière de la stabilité. Et donc selon ces modes, je trouve qu'on peut plus ou moins dire les deux vont de pair ou alors il y a un arbitrage à faire entre les deux. C'est beaucoup plus agréable quand les deux vont de pair. Mais ça arrive malheureusement qu'il faille choisir entre time to market et robustesse du produit quand il y a notamment beaucoup, beaucoup de legacy. Oui, c'est pas évident, et je pense aussi après c'est après une culture, c'est comment on le fait et on y va. Après, il y a plein de mécanismes qui nous permettent d'essayer de contrôler un peu plus automatiquement pour gagner du temps et de se dire c'est 2 semaines, on peut le faire en une semaine, mais il faut que l'infrastructure le permette, comme d'environnement, de jeux Et de il faut données. investir. Il C'est faut quoi le compromis? investir. Tu es prêt à investir combien pour gagner sur ces 2 semaines de développement, de QA? Et c'est vrai, et moi je vois deux choses, c'est est-ce qu'on veut aller plus vite? Est-ce que ça apporte quelque chose d'automatiser plus vite? Est-ce que c'est Ouais. des fois on veut aller plus vite, mais il n'y a pas de il y a pas d'importance sur le marché. Pourquoi? Parce que je sais pas, je suis dans la banque de l'assurance, que globalement c'est des systèmes longs, il y a des machins, enfin
C'est pas Ou des marchés sans concurrence. Il y a ou des marchés c'est très des marchés où il y a moins de réglementés où tu sais concurrence ou que de gestion ou sur un produit interne avec moins de choses et finalement, c'est plus une vue de managériale d'être dans cette culture-là d'aller vite alors qu'il y a moins de besoin. Bon, c'est une question de contexte comme tu disais, ça dépend, je suis d'accord. Mais c'est pas évident et souvent aussi, c'est que on n'essaie pas de regarder ce qui est en production. Je trouve que c'est bon, il y a des choses qui sont vues en production mais sont pas forcément redescendues. Heu heu Soit l'équipe produit, soit toutes les équipes qui va le gérer. Et c'est vrai, on ne sait pas comment le produit est finalement utilisé. Et quand on a du legacy, souvent on se rend compte que c'est 20% de notre fonctionnalité qui représente 80% de notre business. Et que quand on fait du legacy, on a l'habitude de tester ou de développer des features par habitude et pas par la data. C'est dommage dans un monde digital de pas piloter par la data. Finalement, on parle de qualité, mais la qualité de la donnée pour prendre des décisions me paraît indispensable. Toi, c'est des choses que tu mets en place dans le monitoring, que tu t'ont aidé en termes de levier pour trouver cet équilibre entre vitesse et excellence? je dirais data, un des premiers trucs que je mets en place dans toutes les boîtes dans lesquelles j'arrive si ça n'existe pas. Et souvent, ça n'existe pas. Avec une approche, on va commencer par 5, 6 points de données. On va pas se faire un Tu plan de dis que ça tracking et dans n'existe 6 pas. mois, ça sort. C'est pas que la data n'existe pas, c'est que la data, elle n'est pas collectée et remontée. Oui, ouais. Oui, on est C'est pas d'accord, pire. ça existe toujours. Mais là, C'est que la voilà. data existe, mais personne ne l'a traitée, ouais. Mais il y a encore, t'as de la chance si ça a été stocké dans une base, parce qu'il y a des boîtes où ça a été stocké dans une base ou dans des logs. Il y a des Oui. boîtes où, il y a d'autres boîtes où malheureusement il y a même pas cette première surcouche où tu pourrais dire bah je vais faire un appel et donc j'ai pas de dashboard et tout, mais au moins je pourrais aller le chercher à un instant T quoi. Premier truc systématique, bah déjà parce que c'est long trend, donc ça prend du temps pour avoir de l'historique sur la donnée s'il y en a jamais eu, et parce que comme tu dis, même des bases de données vont permettre d'avoir ce 80-20 de ça c'est les parties les plus importantes du produit versus d'autres en termes d'usage en tout cas. Et donc de pouvoir challenger derrière quel niveau de qualité on va attendre sur les différentes parties du produit quand on est dans ce monde de compromis. Où on doit se dire, bah, il y a des endroits sur lesquels on fera plus de qualité, d'autres on en fera moins parce qu'on n'est pas dans un monde où aujourd'hui on peut le faire. Et il y a la donnée, mais pour moi, en fait, côté produit, il y a un vrai impact sur remettre en cause sa roadmap et sa manière de faire du produit. Et tu parlais dans un des épisodes de tout ce qui va être feature factory. J'essaye de développer beaucoup de choses rapidement, qui amène ce compromis vitesse-qualité, puisqu'on veut faire beaucoup de choses. Comment on arrive à changer de notre manière de bosser et à se dire, je vais faire plutôt quelques releases majeures et peu d'améliorations continues. Parce qu'en fait, les améliorations continues me coûtent cher. Et coûtent cher aux équipes QA et que c'est un truc pas stable. Et donc, il faut que je change de mode. Et je passe dans ce mode de, je sors un gros truc, on le teste bien parce qu'on sait que ça prend du temps. Mais après, cette brique, elle est propre. Elle est stable. Et donc, quand on parle de justement ce compromis vitesse-qualité, souvent on pense, comment on fait pour aller plus vite? Ouais, c'est le Et j'aimerais bien que de temps en temps, on pense aussi comment on fait pour revenir vers plus de qualité. et c'est vrai que des fois, on va vite, mais finalement, quand on regarde, on met 3 fois par an quelque chose à haute valeur ajoutée. Finalement, on est plus proche de la release parce qu'on n'est pas en capacité de développer de la valeur rapidement. Pourquoi? Parce que très souvent, on se dit, on change, on va mettre des pipelines, on met plein de technologies pour aller vite, mais on oublie de prendre le métier avec nous. Parce qu'eux, il faut leur expliquer comment ils doivent découper des features pour créer de la valeur plus rapidement. C'est un exercice de style extrêmement complexe. Enfin, je parle sous ton contrôle, Claire, Oui, oui, mais c'est prendre quelque chose qu'on disait avant, ça prend 2 mois, et de se dire qu'est-ce qu'on peut faire en 2 jours, 4 jours, pour livrer et mettre un bout de cette valeur-là plus rapidement que ce qu'on faisait avant, c'est pas c'est pas facile globalement. Mais si on les accompagne pas dans cette transformation, c'est vrai qu'on est finalement dans la réalité des faits, en mode release sur la production de valeur parce qu'on n'arrive pas à délivrer de la valeur régulièrement. et c'est peut-être là où je vais dire, plus parler de refonte et de cette expertise que j'ai en parallèle, mais pour moi, il y a comment on explique, on arrive à rendre visible le métier, les endroits sur lesquels il y a le plus de dettes et donc sur lesquels on a le plus de risques de qualité. Et ça, pour moi, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire comment on fait pour que le métier se dise, bah, si je touche à ça,
c'est plus crade. Et donc, du coup, ça va prendre plus de temps, il y a plus de qualité. Et donc, c'est pas là-dessus que je vais faire mes quick wins parce que ça sert à rien. C'est une base qui est pas stable. Versus ça, c'est les endroits qui sont un peu plus safe, un peu plus propres, sur lesquels on a déjà rebossé. Et comment on arrive à aller mapper tout ça pour qu'encore une fois, on puisse bosser ensemble, métier, produit, tech, QA, et on arrive à se dire, bah ça, c'est l'écosystème dans lequel on bosse. Sur ces endroits-là, comme tu dis, on fait quality first, core business, on le refait bien à fond parce que c'est hyper important. Versus ces endroits-là, bah soit décision difficile, c'est un truc qu'un jour il faudra tuer, le truc que personne n'aime. Mais voilà, c'est un truc qu'il va falloir mettre de côté, donc on accepte de pas faire de qualité dessus parce que de toute façon, ça n'a pas une longue durée de vie. Soit juste c'est que là temporairement, on peut pas aller sur ce sujet-là aussi, et donc du coup, on fait pas de gros changements à cet endroit-là parce que l'infrastructure est pas faite pour. Ouais, mais justement, tu as dit, est-ce qu'il faut tuer, une partie de la fonctionnalité ou tout le produit ou le refondre? On développera ce sujet-là en plus en détail dans le prochain épisode. Ça, c'est super intéressant. Heu, je pense que est-ce que tu as des exemples peut-être tu utilisais, une notion on n'a pas parlé de notion de feature flag pour pouvoir y activer? Je sais que quand il y a du legacy, ça peut être extrêmement difficile à mettre en place. Moi, je suis un grand fan de se dire: «Ouais, activons les feature flags», ça peut permettre de prendre plus de risques pour délivrer plus rapidement. Je trouve que c'est une très bonne solution. C'est pas toujours facile à mettre en place parce que des fois, ça demande beaucoup d'itérations avant de pouvoir y arriver. C'est pas juste, la feature, c'est pas juste 2 jours de code en général, c'est beaucoup plus complexe. Des fois, c'est quelque chose de transverse qui implique plusieurs systèmes. Et comment on fait pour que la machine arrière soit en un clic? Pas toujours évident. Comment tu as des exemples un peu où tu recommandes ça, où il faut surtout pas essayer de le faire? Non, si, comme tu dis, c'est assez complexe, donc ça marche pas chez tous les clients et dans tous les cas. Mais cette question, justement, de haut niveau de qualité qui bloque pas la livraison, quand on a l'habitude de livrer des blocs de fonctionnalités d'un coup, ce qui est dommage, c'est que sur 10 fonctionnalités, il y en a peut-être une qui va bloquer. Et du coup, ça bloque tout. Ou alors, il faut demander au dev de faire un rollback du merge, et là, ça crée plein d'autres questions de conflits internes, de comment on le fait, le temps que ça va prendre, etc. Et j'ai trouvé fort sur le feature flag le fait de pouvoir dire, bah, alors soit on le met pas, on l'active pas du tout. Donc en fait, la release, elle passe, mais on s'est mis d'accord sur le fait que là, la fonctionnalité, elle atteint même pas le niveau de qualité basique. Et donc, on l'affiche pas au client. Et c'est comme ça. Soit au fur et à mesure, ce qui est puissant quand on arrive à mettre en place les feature flags, c'est qu'on peut se dire, bah ça, on sait que même à ce niveau-là de qualité, c'est suffisant pour tel pool de clients. Soit parce qu'ils l'ont demandé, soit parce que c'est des bêtas, soit parce que, ok, globalement, on a eu une première passe QA, on sait qu'il va rester deux, trois. Il reste des glitches, mais ça suffit pour ce pool-là. Souvent, les bêta-testeurs, c'est les meilleurs usagers là-dedans. Et donc, ça va nous permettre au fur et à En faisant mesure, du canary testing, le développement petit à petit, c'est ça, c'est intéressant. de le mettre en place et de se dire, bah, ça va avec ma stratégie de QA. Donc, en fait, la QA va aller tester d'abord une certaine partie, font partie des use cases. Donc, sur ces 2 semaines, on sait qu'il y a les 2, 3 premiers jours hyper intenses qui vont permettre de passer ce niveau 1. Et puis, on a les 2 semaines de mise en prod où on augmente le feature flag de 0 à 100%, où la QA continue à faire ses tests. Donc, ça donne aussi plus de temps aux équipes qualité. Continue à faire des tests, continue à aller plus loin si on voit en plus que ces premières, y a pas de gros warning sur ces premières mises en production, jusqu'à ce qu'on arrive à ce niveau de confiance qui fait qu'on se dise, bon, bah, c'est bon, là, on peut passer sur du 100%. Donc c'est une bonne stratégie, mais ça demande, je trouve, énormément de rigueur parce que des fois, les flags, ils sont activés pour des nouveaux clients qui deviennent majeurs, pas au moment d'une mise en prod. Parce que comme c'est en prod et qu'on peut le changer facilement via un appel API, par exemple, il n'y a pas de feedback et on se rend compte qu'il y a des problématiques, des lenteurs. Moi, je me rappelle un cas où t'as activé et d'un coup, c'était plus lent pour tout le monde. On s'était pas rendu compte que la feature allait être autant utilisée et on n'a peut-être pas mis l'effort sur des tests non fonctionnels, performance sur ces features-là. Parce qu'à la base, c'était quelque chose qui devait être juste pour quelques clients. Et finalement, les marketeurs, ils l'ont vendu à plein de monde comme ça. C'est eux qui géraient l'activation des features un peu, euh, Non, mais sans je pense que... que là, t'as dit le mot-clé. Je pense que moi, j'ai jamais vu une boîte où les marketeurs avaient le droit d'appuyer sur le bouton. Non, mais j'ai pas dit que c'est peut-être pas forcément qu'ils font, mais disons que ils tenaient tellement le carnet de chèques Ouais. que ils avaient l'action et que tout le monde ne voyait pas forcément les impacts. C'est-à-dire, c'est plutôt dans des grosses structures que je l'ai vu arriver, mais je pense que c'était aussi au début de désactivation, donc forcément, il y a eu des erreurs que peut-être qu'on voit beaucoup plus rarement aujourd'hui sur l'utilisation de ça, mais ça demande, je trouve,
énormément de process et de gestion et de pilotage pour être sûr que ça se passe bien et de se dire, est-ce que je peux aussi désactiver ce feature flag client par client? Parce que souvent, et c'est pas toujours facile, quoi. Et comme tu dis, enfin, justement, les process en place, pour moi, c'est vraiment très couplé à ce niveau de qualité. Arriver à bien expliquer à la personne, cette feature qui est sous ce feature flag-là, 20%, ça veut dire, par exemple, que on est au niveau de qualité moyen. Pour que côté marketeur, ils se disent bien, bah oui, en fait, 20%, c'est pas qu'ils ont choisi 2, 3 clients, c'est que c'est corrélé à une certaine engagement côté produit sur la qualité de cette fonctionnalité-là. Et donc, si je le donne à quelqu'un d'autre, bah, je le donne en sachant que j'étais sur du 20%. Donc, globalement, je le donne pas. Après, comme tu dis, voilà, c'est le temps de mise en place et de comment on va le mettre en place. Je veux dire, souvent, moi, ce que j'ai vu, c'est même l'impossibilité de mettre en place les feature flags pour des questions d'archi et de Oui, techno et de tout ce que tu veux, qui fait qu'en fait, on n'en est même pas à se dire quand est-ce que ça fonctionne, qui a la main dessus, est-ce que c'est possible, pas quels possible. seraient les badges de clients. On en est juste à malheureusement cette solution n'est pas possible. Et c'est là qu'on se dit qu'il faut peut-être faire une refonte. Et c'est là souvent qu'on commence à dire bon, on a un blocage côté infra, mais bon, objectivement, si c'était le feature flag qui poussait ça, il y aurait beaucoup plus de boîtes en refonte. Ouais, Mais en c'est tout pas cas, que ça peut être un un tout petit ensemble indicateur. d'indicateurs qui nous mettent sur cette piste-là. Et justement, c'est ce qu'on va essayer un peu de développer au 4e épisode, où on va un peu dire bah, comment on mesure la qualité pour guider les décisions produits et à quel moment il faut peut-être revoir son produit pour avoir une meilleure qualité et délivrer de façon plus intense et de façon plus importante sur son marché. Restez avec nous pour ce 4e épisode. Merci Claire pour ces informations encore précieuses et activables. À tout de suite au prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.